Au nom de toute l'équipe de votre émission Grand Jury, je vous présente tous nos regrets pour ce retard, ce large retard pris pour des raisons que vous soupçonnez déjà. Je vous dis tout simplement quand l'EDM et le groupe électrogène nous lâchent. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Ce soir, nous recevons M. Martin Faye. Il est le coordinateur général de la Fondation Hirondelle. Monsieur Faye, merci d'être sur le plateau de Renouveau TV. Merci, bonsoir. Bonsoir à Renouveau, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir aux chers confrères qui sont avec nous ce soir. Avec moi, pour vous interroger, nous avons M. Abdraman Keïta. Il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. El Hadji Chana Takiou, 5 fois. El Hadji Chana Takiou, si vous voulez 6 fois. Hein? Ouais, le nombre importe peu. Allons-y. 6 fois. Chana Takiou, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou, c'est pas 5 fois. Le nombre importe peu, c'est plus que ça. Allons-y. Et je suis Oumar B. Je suis heureux de me retrouver face à des journalistes comme moi. Je suis journaliste. Je voulais juste quand même préciser que je suis représentant pays de la Fondation Hirondelle, directeur de Studio Tamani et pas coordonnateur. Ce qui est bien précis. Hein? Voilà. Abdraman, vous avez une attente particulière? Bon, c'est clair. Attente particulière, certainement si. Parce que un regard étranger, je suis un peu gêné de dire un regard étranger, dites d'un Sénégalais qui est... Je suis un Maligalais. Ah voilà, dites d'un Sénégalais qu'il est étranger, c'est un peu gênant. Mais avoir quand même un invité aussi atypique, ça ne peut qu'être utile pour le public et les attentes du public. Et nous pensons que l'actualité aussi tourne autour de choses pour lesquelles on a souvent besoin d'un regard autre que les regards habituels. Voilà, je pense qu'il s'y ajoute aussi que ce n'est pas toutes les fois qu'on a des confrères en face. Il y a aussi cette, vous voyez, cette proximité professionnelle qui donne une autre allure à la chose. Je pense que c'est très bien. Voilà. Chana, que vous inspire d'avoir un Martin Faye dans la ferveur du 3 mai? Ben, on ne peut pas trouver mieux. C'est un confrère. C'est un professionnel qui a de l'expérience, très connu à Dakar à la RTS. Et depuis un certain temps, il est ici au Mali. Il a révolutionné vraiment la pratique du métier au niveau de la radio. Oui. Studio Tamani, l'une des meilleures radios de la place, celui qui dirige cette station. Oui. Je pense que c'est un invité qui mérite sa place dans le cadre de la semaine de la presse consacrée à la journée internationale de la presse. Je pense que c'est un bon invité et j'ose espérer qu'au-delà de notre métier, qu'il va se prononcer sur des questions de sécurité et peut-être même de politique intérieure. Je sais que vous avez une façon particulière d'introduire les invités ici. Je vous laisse ouvrir le bal des questions. Monsieur Faye, vous êtes, c'est votre première comparution devant le grand jury. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord à nos téléspectateurs? Qui est Martin Faye? Qu'est-ce que vous faites au Mali? Quel est votre parcours universitaire et professionnel? Rapidement. Mais vous avez dit l'essentiel déjà. Oui. Donc je suis Martin Faye, sénégalais, mais au Mali, mes amis me présentent comme un Maligalais. Voilà, journaliste, formé au CESTI de Dakar, en même temps que plusieurs confrères maliens. Et parmi le corps professoral, je le salue particulièrement, mon maître Diomansi Bomboté, qui m'a enseigné, qui m'a inculqué les bases du journalisme, ce que j'appelle aujourd'hui la grammaire journalistique. À ma sortie du CESTI, j'ai travaillé à Radio Sénégal, puis à la télévision, et en fait je faisais les deux depuis le 1er novembre 1979 et jusqu'en mars 2000.
j'ai quitté la RTS, c'est important de le dire, la nuit de l'alternance. Mais c'était juste une coïncidence. La première alternance pour travailler, j'allais dire, à l'international, dans un cabinet suisse qui s'appelait Intermédia Consultant, dont j'ai repris la direction pendant une dizaine d'années et qui était mandataire de la coopération suisse au développement pour accompagner le pluralisme naissant des médias et notamment le pluralisme radiophonique dans les pays africains et notamment les pays francophones. C'est comme ça que j'ai eu dans cette vie antérieure à effectuer plusieurs missions au Mali, des missions de formation, des missions de recherche aussi, sur la communication, sur le paysage de la radio. Et donc, après 20 ans de RTS, je suis parti. Depuis 15 ans, cette année, je travaille pour la Fondation Hirondelle, qui est une ONG internationale de droit suisse qui s'est spécialisée dans les médias en terrain de conflit, de post-conflit et d'état fragile. Et c'est pour cette raison que nous sommes au Mali depuis 2013 avec le programme que vous avez mentionné, programme radiophonique Studio Tamani. Voilà en résumé mon parcours qui n'a vraiment rien d'extraordinaire, c'est celui d'un journaliste et d'un homme de terrain. Abdraman, Studio Tamani. Mais quels sont les... Studio Tamani. Il termine, allez-y. Studio Tamani. Dans le paysage médiatique malien, est une radio de grande importance, qui paye bien ses employés, qui a un très bon programme, qui donne de très bonnes informations, qui participe au débat démocratique, à la gouvernance. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que Studio Tamani a été monté et qui sont vos bailleurs? Alors, Studio Tamani, comment il a été monté? Studio Tamani est une réponse à une demande adressée à la Fondation Hirondelle par les médias maliens, notamment par l'URTEL. Le président de l'URTEL, Daouda Mariko, qui dirige une radio aujourd'hui à Sikasso, avait rencontré le DG de la Fondation Hirondelle à l'occasion d'une rencontre du CIRTEF. Le CIRTEF regroupe les radios et télévisions francophones et ils ont des réunions périodiquement. Et à l'occasion de cette réunion, c'était à Bujumbura, en 2012, Daouda Mariko s'est rapproché de notre DG de l'époque pour lui dire comment pouvez-vous nous aider, nous, radio malienne, à combattre les rumeurs qui ont pour conséquence d'amplifier la psychose que vivent les populations. Nous sommes en 2012, donc une année où la situation politico-militaire, sociale du Mali a été très chahutée. Et il se trouve que les médias, pour des raisons diverses, au lieu de vérifier certaines informations, avaient plutôt tendance à prolonger la diffusion de rumeurs sur les antennes de la radio. Et les conséquences étaient désastreuses. Et en réponse à cette demande de l'URTEL via son président Daouda Mariko, il y a eu une mission de repérage, deux missions. J'ai moi-même été sollicité et nous avons monté le projet Studio Tamani. Nous l'avons monté différemment par rapport au projet précédent de la Fondation Hirondelle. La Fondation Hirondelle est présente, par exemple, en RDC, via Radio Okapi, que nous avons géré pendant un certain temps avec l'ONU, avant de partir et de laisser les Onusiens continuer le pilotage du projet. La Fondation Hirondelle a implanté une radio à Bangui. J'ai dirigé cette radio pendant 7 ans, Radio Ndekeluka. Et donc, on venait, quand on intervenait dans un pays, avec nos moyens, installer une radio qui, il faut le dire, a tendance à écraser les radios communautaires. Au Mali, nous avons changé la donne. Et nous avons bâti un partenariat avec les radios locales, avec les radios membres de l'URTEL. Oui. En faisant quoi? Nous produisons un programme normé en respectant, j'allais dire, la grammaire journalistique et aux radios partenaires de diffuser, moyennant
nous participons à leurs frais de fonctionnement, mais surtout, nous contribuons au fonctionnement, nous contribuons à la formation des agents de cette radio. Studio Tamani a également pour mission d'être une sorte de locomotive qui va tirer les radios du Mali vers la rigueur professionnelle, vers le professionnalisme. Alors, cette année, nous allons célébrer nos 10 ans. Oui. Ce sera l'occasion d'évaluer l'impact de l'intervention de la Fondation Hirondelle au Mali. Abdraman a une question. Effectivement, vous êtes logé pour se faire à la Maison de la Presse. Quelles sont les conditions de votre présence à la Maison de la Presse et quel est le partenariat que vous entretenez avec la Maison de la Presse, moyennant Voilà, alors nous avons voulu être logés au cœur de la fêtière des associations professionnelles de journalistes du Mali, et cette fêtière est symbolisée par la Maison de la Presse. Donc nous occupons, quand vous rentrez par l'entrée principale, nous occupons toute l'aile de droite, rez-de-chaussée et premier étage. Et il n'est pas exclu, parce qu'on s'étend, malheureusement, nous sommes en négociation pour voir est-ce qu'au niveau du deuxième étage, on pourrait encore avoir un peu d'espace, tellement nous sommes à l'étroit. Mais pour nous, c'est un symbole d'être au cœur des médias maliens, et le cœur des médias maliens se trouve à la Maison de la Presse. Mais ce n'est pas gratuit, vous êtes là-bas aussi. Oui, alors nous avons un bail avec la Maison de la Presse, nous payons un loyer, nous avons signé une convention et nous soutenons... Ça vous coûte combien le... Oh, est-ce que c'est important de le dire? Oh, si, la presse, on veut le savoir. Quand même. Nous payons 1 million par mois. Par mois? Voilà. Ok, d'accord. C'est pas... Voilà. Et nous sommes tout ça là, c'est à votre charge? Comment? Les autres charges d'électricité? Oui, l'électricité est à notre charge, l'eau est à notre charge, l'entretien du bâtiment est à notre charge. Voilà, 1 million pour la Maison de la Presse, chaque mois. Voilà. C'est une contribution au fonctionnement de la Maison de la Presse. Vous avez dit que vous allez évaluer votre présence depuis 10 ans que vous êtes ici. Moi, j'ai déjà commencé à calculer. Vous avez fait déjà, si mes calculs sont bons, 1300 professionnels que vous avez déjà formés, en raison de 100, si vous voulez, professionnels par an, selon vos données propres, en 10 ans, et 15 000 heures de radio déjà produites, et 32 000 articles, puisque vous êtes venu dans le contexte de la crise. Pour quel résultat? Alors, le résultat, je suis à l'aise pour en parler. Parce que la semaine dernière, nous avons reçu le rapport d'une étude d'audience que nous avons commandée et qui a été implémentée au mois de janvier dernier. Et ce rapport, parce que j'explique d'abord qu'au niveau de la Fondation Hirondelle, c'est un élément éditorial fort d'évaluer l'impact de notre action tous les 2 ans. La dernière étude d'impact date de janvier 2020. Et donc, janvier 2023, nous avons sollicité, financé une deuxième étude indépendante par appel d'offres à des cabinets sélectionnés de manière transparente, etc. Et ils nous ont envoyé le rapport. Ce rapport montre que par rapport à 2020, il y a, j'allais dire, l'audience de Studio Tamani est stable. Nous avons gagné 300 000 auditeurs par rapport à 2020. Mais en 2020, le rapport évaluait le bassin d'auditeurs potentiels et quotidiens à 3 100 000 auditeurs sur l'ensemble des 85 radios qui diffusent quotidiennement nos programmes. En 2023, cette étude est faite par qui? Une organisation par la société IMMAR, une société algérienne. IMMAR, I2MAR. Il n'y a pas de compétences au Mali pour le faire? Ils ont, j'allais dire, un coordonnateur malien et c'était des évaluateurs maliens. Ils ont recruté une équipe qu'ils ont formée. J'ai assisté au premier jour de la formation et après, ils sont équipés de tablettes reliées à un serveur. Monsieur Faye, en 10 ans, est-ce que le rapport de l'opinion malienne à l'information a changé? Quand vous venez, vous disiez, quand vous venez ici, que c'était la rumeur qui l'emportait sur l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance a été renversée? La tendance a été inversée. Alors, à notre niveau, et selon les résultats que nous avons, la tendance est en train
est en train d'être renversée. L'étude d'audience à laquelle je me réfère, les personnes interrogées à 90% trouvent que Studio Tamani est fiable. Il y a 85% qui disent que Studio Tamani est utile au Mali d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils demandent que ce projet soit pérennisé. Voilà. Que le projet soit pérennisé. Pérennisé. C'est-à-dire que vous restez structurant. Et quelle est votre réceptivité par rapport à cette demande? Alors, nous n'avons pas attendu cette demande. Depuis 4 ans, nous avons créé l'association Tamani, qui est de droit malien, avec l'URTEL, avec l'IMRAP. Nous sommes en train de réfléchir pour l'élargir à un certain nombre de structures de la société civile, et c'est pour travailler justement à la pérennisation de notre projet. Quand les bailleurs, quand peut-être même la Fondation Hirondelle... Qui sont-ils? C'est la France, l'Union européenne? Ces bailleurs, nous sommes soutenus par l'Union européenne, qui nous a aidés au démarrage en 2013. Nous sommes soutenus par l'ambassade de Suède, principalement aujourd'hui, l'ambassade de Grande-Bretagne, l'ambassade du Danemark et la coopération suisse au développement. Votre budget fait environ combien? Alors, nous avons combien? Si on compte l'investissement en équipement, les formations, tout ça, ça tourne aux alentours d'1 million d'euros chaque année. Monsieur Faye, par coïncidence, cette émission se tient dans la ferveur du 3 mai. Que vous inspire cette date en tant que doyen de la presse? Alors, je suis heureux de parler du 3 mai parce que simplement, j'ai une proximité avec la personne justement qui a piloté le séminaire de Windhoek, qui a posé l'acte fondateur. Il s'appelle Alain Modou. À l'époque, il était le secrétaire général adjoint de l'UNESCO. Et il se trouve que dans une vie antérieure dont j'ai décrit les contours tout à l'heure en me présentant, j'ai eu à être son collaborateur. Et tous les 3 mai, c'est l'occasion pour moi et Alain Modou d'échanger et de s'envoyer des messages. Et hier d'ailleurs, dans mon intervention à la Maison de la Presse, j'ai mentionné Alain Modou, j'ai également mentionné Diomansi Bomboté, qui était agent de l'UNESCO à l'époque et qui est un des rédacteurs de la déclaration de Windhoek adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, laquelle a institué ensuite la célébration de la journée du 3 mai. L'initiative est venue d'Afrique, de l'Afrique? Oui, c'était des journalistes africains qui se sont réunis dans la capitale namibienne sous l'égide de l'UNESCO. Mais par rapport à l'esprit du 3 mai, consacré à la liberté de la presse, est-ce qu'on peut nous dire l'environnement dans lequel vous évoluez, vos activités sont conduites? Vous avez des correspondants à l'intérieur qui sont probablement sous l'influence de la peur des djihadistes et terroristes. Ici au Mali aussi, nous sommes... À Bamako, par exemple. À Bamako également. Ici à Bamako du moins. Nous sommes dans un autre environnement caractérisé par, si vous voulez, un état d'exception. Et comment jugez-vous l'environnement dans lequel vos activités sont conduites? Nous avons une règle bien simple. Nous pensons que pour qu'il y ait véritablement liberté de la presse, il faut que la presse soit indépendante. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se donne les moyens de son action. On ne peut pas être libre, on ne peut pas être indépendant si nous avons des insuffisances, si nous sommes dépendants. C'est pour ça qu'à la Fondation Hirondelle, nous avons une charte éditoriale très rigide. Indépendance économique. Indépendance économique, indépendance éditoriale. Les deux, indépendance économique, indépendance éditoriale. Nous sommes de ceux qui combattent, par exemple, des dérives comme le journalisme alimentaire, le journalisme embarqué. Ça veut dire que nous nous donnons les moyens de l'indépendance de nos journalistes. Nos journalistes, vous l'avez dit tout à l'heure, sont, j'allais dire, payés correctement. Je ne dis pas très bien, mais correctement. Et parce que nous les payons peut-être un peu plus que la moyenne,
En revanche, nous sommes exigeants sur le respect des règles éthiques et déontologiques. Nous leur interdisons, et je le dis à tout le monde, que ce soit su, de prendre ce qu'on appelle pudiquement frais de transport. Ou le communiqué final. Voilà, ou le communiqué final ailleurs. Voilà, parce que nous assurons nous-mêmes leur transport. Le journaliste de Studio Tamani, quand il est désigné en reportage, ou c'est un véhicule du projet qui le transporte, ou nous lui donnons le billet de taxi et il est Oui, marqué. Monsieur Faye, l'environnement. Monsieur Faye, je reviens sur, s'il te plaît. Oui, allez-y. Quand on parle de liberté de presse, il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de Tamani, quand on parle de Bamako, de tout ça là. Votre regard en tant que professionnel, vous avez plus d'une décennie, sinon une décennie ici au Mali. Quel est votre regard sur l'indépendance de la presse malienne? Je vais vous dire comment je vois les choses. Cette indépendance, cette liberté n'est jamais acquise une bonne fois pour toutes. Chaque année, chaque jour, il y a une Bastille à prendre pour les journalistes. Et nous perdons de vue cet aspect, j'allais dire, ce combat qui doit être un combat quotidien. J'ajoute également que nous, journalistes, nous jetons trop vite la pierre dans le jardin d'autrui, alors que, en réfléchissant bien, il y va aussi de notre responsabilité. Quand, par exemple, je rencontre des journalistes, ils me disent, ça fait 10 ans, parfois plus, qu'ils font de la radio ou de la presse écrite et qu'ils ne savent pas ce que c'est une pyramide inversée, qu'ils ne savent pas ce que c'est la règle des 5 W, qui n'ont jamais eu entre les mains la déclaration des droits et devoirs des journalistes. Je dis, nous devons battre notre courbe. Ça veut dire que, est-ce que ces journalistes exercent le métier par effraction? Mais en tout cas, nous constatons une insuffisance ou même une absence de formation des journalistes. Le pluralisme médiatique dont nous nous félicitons n'a pas bénéficié de mesures d'accompagnement au niveau de la formation. On a créé très vite beaucoup de médias, presse écrite, chaînes de télévision, radio, alors qu'on on ne l'a pas accompagné avec des formations des nouveaux agents chargés d'animer, de produire, etc. Monsieur Faye, quand nous demandons votre regard sur l'environnement où nous évoluons, il ne s'agit bel et bien de l'environnement institutionnel où la presse évolue actuellement. Et tout le monde le sait. Hier, par exemple, des journalistes étrangers, des journalistes du Sénégal et d'ailleurs, se sont illustrés, ils sont exprimés par une lettre ouverte où ils dénoncent les pratiques des autorités maliennes contre la presse malienne. Est-ce que vous adhérez? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous partagez cette levée de bouclier en faveur de la presse malienne? J'aurais bien aimé que mes confrères sénégalais qui ont peut-être publié une déclaration ou manifesté pour soutenir les confrères maliens commencent par balayer devant leur porte. Commencent par balayer devant leur porte. Voilà. Il y a aujourd'hui que nous vivons une situation de crise multiforme, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, dans ces deux autres pays, nous sommes présents avec des projets bâtis sur le modèle de Studio Tamani. Il y a une situation de crise, il y a une situation nationale. Et les journalistes, bien évidemment, sont des citoyens comme les autres, sauf que nous faisons une profession, nous pratiquons une profession qui a ses règles. Alors, faire la part des choses entre le journaliste citoyen, malien, sénégalais, burkinabé, et le journaliste malien, il y a de la coupe aux lèvres. Oui, d'accord. Non, vous voulez nous dire qu'en réalité, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez nous dire en réalité que les restrictions dont on parle aujourd'hui se justifient par la crise que nous vivons aujourd'hui ou quoi? Non. Vous pensez que c'est une occasion, c'est une opportunité, si vous voulez, un alibi tout trouvé pour restreindre les libertés des journalistes? Je ne vous apprends rien, vous êtes des journalistes. Vous savez que dans tous les pays du monde, que ce soit les autorités, les lobbies économiques, financiers, politiques, cherchent à manipuler l'information. C'est aux journalistes maintenant de savoir comment s'en sortir
mais ces pressions existeront toujours. Ces situations de manipulation existeront toujours. Il ne s'agit pas des principes, des comportements, mais il s'agit de l'attitude de Bamako vis-à-vis de la presse. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Mali favorise l'exercice plein de notre métier? Alors, je vais vous dire, j'ai une expression dans un de mes masterclass, parce que je fais beaucoup de formations. J'ai bien aimé le mot démocrature. Démocratie, dictature. Démocrature. Et quand je regarde comment évoluent les médias aujourd'hui, je dis ils évoluent dans un système de démocrature. Ça veut dire que au niveau politique, au niveau du discours, nous sommes dans une démocratie avec des libertés garanties par la Constitution, mais au niveau de la pratique du métier, il y a des pesanteurs. Et un exemple de ces pesanteurs s'illustre simplement par le fait qu'il existe un ministère de la communication. S'illustre exactement par le fait qu'il existe une autre autorité de la communication. Alors que nous savons bien, entre nos journalistes, que la seule instance qui devrait avoir son mot à dire dans le travail des journalistes, c'est l'instance d'autorégulation, le tribunal par les pairs. Voilà. Et dans tous les pays que j'ai visités en Afrique, cette instance existe, mais parfois n'existe que sur les papiers. Voilà. Donc, je reviens à cela. Il y a une pierre, une grosse pierre à jeter dans notre jardin. Vous êtes en train d'éviter nos interrogations. Vous parlez de la presse, des médias, des règles, tout ça là, ce que vous connaissez bien parce que vous êtes un formateur. Il s'agit du comportement, de l'attitude des autorités vis-à-vis de la presse. Nous demandons votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que ajouter, ceux qui mettent ça en exergue mettent l'accent sur les journalistes arrêtés, sur des journalistes intimidés, sur des expressions étouffées, alors qu'il ne peut pas avoir de liberté de presse en liberté d'expression. Écoutez. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Et je vais y ajouter aussi ce que vous pensez, par exemple, de la situation où s'est retrouvé RFI et France 24 au Mali. Vous voyez, il y a tout ça qui... Voilà. Mais on veut avoir vraiment... On va aussi répondre à la question. On veut avoir vraiment la perception, la perception du journaliste expérimenté que vous êtes, professionnel que vous êtes aussi. Je vais vous dire, je dénonce tout ce qui est entrave de liberté à la presse. Je soutiens tous les confrères qui sont arrêtés, qui ont pris l'exil, quel que soit le pays. Oui, intimidés, mis en prison, arrêtés. Pour moi, un journaliste n'a pas vocation à être en prison. Voilà, c'est aussi clair. Maintenant, vous me posez une question. Je vous renvoie à ma situation, j'allais dire, d'étranger. On l'a évoqué tout à l'heure. Chez moi, il y a un proverbe qui dit... Il y a un proverbe, laissez-moi terminer. Oui, il y a un proverbe qui dit que l'étranger ne doit pas regarder sous le lit. Hein? Je veux simplement dire, pour vous répondre une bonne fois pour toutes, pour vous répondre une bonne fois pour toutes, je suis quand même partagé avec l'hospitalité que m'accorde le Mali, avec ma situation où j'ai de très nombreux amis maliens, de devoir déroger aux règles de l'étranger et de devoir critiquer un pays qui m'accorde l'hospitalité. Abdraman, notons ensemble que le statut de l'invité a évolué de Mali Galais à l'étranger. Allez-y, Abdraman. Oui, mais il n'a pas répondu par rapport à vos correspondants qui sont également dans les régions. Vous connaissez. Oui. Comment ils vivent cette situation là-bas? Alors, nous avons à Studio Tamani 45 correspondants dans toutes les régions. C'est vraiment un réseau. Simplement, ces correspondants jouent un grand rôle dans, j'allais dire, la production de contenu. Et ils nous permettent, par exemple, de ne pas diffuser une actualité nationale uniquement sur ce qui se passe à Bamako. Donc, nous
diffusons un journal véritablement national grâce à ce réseau de correspondants. Nous les avons identifiés. Les correspondants sont toujours rattachés aux radios partenaires. Ça veut dire que c'est des agents de nos radios partenaires. Nous assurons leur formation, nous leur donnons un équipement. Tous nos correspondants ont reçu un ordinateur portable, un téléphone pour les images. Comment ils vivent la situation? La liberté d'exercer dans un environnement de... Nous les encadrons, nous les formons sur le contenu de notre charte éditoriale. Nous assurons, autant que faire se peut... Ils ne sont pas persécutés par leur sécurité. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il y a des pesanteurs. Et on ne se le cache pas. Il y a même des menaces. Il nous est arrivé d'exfiltrer un de nos correspondants qui était menacé de mort, etc. Nous, ce que nous leur disons, c'est un journalisme. Il vaut mieux, nous préférons avoir un journaliste vivant. Un journaliste mort n'est plus un journaliste. Okay. Le courage, ce n'est pas la témérité. Ouais. Quand ils ont des informations sensibles, qu'ils nous les transmettent, nous les exploitons, mais nous les protégeons en ne les mettant pas en avant au niveau de l'antenne. Ouais. Allez-y. Bon, voilà. Vous êtes la fondation Hirondelle. Vous êtes la fondation. On sait que depuis un certain temps, les fondations ONG ont quand même des problèmes avec l'État malien. Certains dont les activités ont été arrêtées. Est-ce que vous vous trouvez dans cette situation, alors même que vous bénéficiez quand même des financements de l'Union européenne et par ricochet de la France? Alors, nous sommes soumis aux nouvelles directives du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en tant qu'ONG. Depuis janvier, nous leur envoyons un rapport mensuel. Oui. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai signé le rapport pour le mois d'avril. Nous indiquons, puisqu'ils nous le demandent, le numéro de notre compte bancaire. Nous indiquons les montants dépensés au cours du mois. Et chaque mois, nous publions également la liste de nos bailleurs, de ce qui nous finance. Et à l'heure actuelle, nous n'avons aucune interpellation de la part des autorités. Allez-y, Chana. Monsieur Faye, on dit que la liberté de presse est la base de la liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez nous commenter cela? La liberté de la presse. C'est le thème de la journée que nous avons célébrée hier. La liberté de la presse est la mère, la base de la liberté d'expression. Mais est-ce qu'il ne faut pas inverser? Est-ce que ce n'est pas la liberté d'expression qui est la mère de la liberté de presse? Que la liberté d'expression qui est la mère de la liberté d'expression est la base. La liberté de la presse d'abord, parce que quand la presse n'est pas libre, n'est pas autonome, ne peut pas communiquer, les autres n'auront pas ce droit-là pour communiquer. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Donc il faudrait favoriser cette liberté-là, qui est la mère de toutes les libertés. Absolument, absolument. C'est le thème de la journée que nous avons célébrée hier. Et ce thème a été choisi par l'UNESCO. International. Voilà, international. Vous pouvez nous en dire plus? International. Mais ça me paraît évident. D'abord, ce que je voulais dire, il ne faut pas toujours qu'on pense que c'est des théories, des théorèmes de l'Occident qui nous sont imposés, etc. Dans notre propre culture, la liberté d'expression est fondamentale. Je vous renvoie à la charte du Mandé. Faire ce que tu as envie de faire, dire ce que tu as envie de dire et manger ce que tu as envie de manger. C'est dans la charte des chasseurs du Mandé. Ça date de 1236. Alors, ce n'est pas quelque chose de moderne, c'est quelque chose ancré dans notre culture. Dans notre culture, je vous renvoie à la charte du Mandé encore une fois. Merci, Monsieur Faye. Nous sommes dans le cadre de la Journée internationale de la presse. Oui. La liberté de la presse, elle ne concerne pas que le Mali. Oui. Le Sénégal tout près. Ah oui, qui a dégringolé. Pays, parce que tu vois, nous avons perdu 30 places. Non, 31 exactement. Pas seulement au niveau de la liberté de la presse, même au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la gouvernance, au niveau de la liberté de manifester. Absolument.
étant de ce pays-là, est-ce que tout à l'heure vous avez lancé une pique à nos confrères sénégalais? Bon, je ne veux pas partager cette pique avec vous, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'état de la presse au Sénégal, qui est pour nous une référence, une vitrine de la sous-région qui est en train de dégringoler? Est-ce que vous pouvez nous dire les causes, les raisons de cette dégringolade? Parce que le Sénégal était une référence, il l'est peut-être toujours. Tout à fait. Et je regrette cette dégringolade. C'est vrai, le Sénégal a une presse foisonnante, tant au niveau de la presse écrite que de la radio, de la télévision, de la presse en ligne. Les journalistes sénégalais sont connus pour être, j'allais dire, combatifs et même inspirants, puisque vous dites, ils font référence un peu. Ils ont quand même une longue expérience de pluralité médiatique. Voilà, exactement. Mais cette même presse connaît quand même des dérives. Cette même presse connaît... C'est la presse qui connaît des dérives ou bien les dérives viennent des autorités? Il y a les dérives commises par la presse, dérives par rapport aux règles éthiques et déontologiques. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, nous avons le CORED, le Comité pour le respect de l'éthique et de la déontologie, qui a tensé un journal et l'auteur d'un article publié par ce journal parce qu'il exploitait des questions ethnocentristes susceptibles de mettre à mal l'unité nationale. Juste cet exemple. Au Sénégal, comme au Mali, et les comme dérives ailleurs, des autorités, il faudrait en parler. Oui, j'en viens. Je commence par les dérives des journalistes. Les dérives des journalistes, je dis, la situation n'est pas très différente de ce que je vois ici ou dans d'autres pays, c'est-à-dire des compromissions avec les règles éthiques, un manque d'indépendance, une indigence quand il s'agit de ressources, surtout de ressources financières, ce qui pousse justement à des tentations que nous connaissons et que nous déplorons. À côté de ça maintenant, il y a le souci des gouvernants, du gouvernement sénégalais, de museler la presse, d'intimider les journalistes. Beaucoup de confrères sont en prison. Certains vont dormir ce soir dans des postes de police parce qu'ils sont en garde à vue. Et c'est autant de situations qu'un journaliste ne peut pas accepter, que nous devons combattre. Moi, je soutiens tous les journalistes qui vivent ces situations où il y a une pesanteur de la justice poursuivie, etc. Voilà, je me sens solidaire de ces journalistes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été arrêtés, emprisonnés, vont être jugés, etc. Voilà. Monsieur Faye, aujourd'hui, nous constatons qu'au Mali, le mur de méfiance, en tout cas, est devenu très grand entre ceux qui officient sur les médias qu'on appelle les médias traditionnels et les tenants des nouveaux médias. Comment concilier ces deux mondes? Mais la profession a évolué. L'exercice de la profession avec justement les nouveaux médias. Moi, je suis de la génération du Nagra. Voilà. Le Nagra, c'était les magnétophones à bande, à bande lisse. Ensuite, on est passé au... Negra. Oui, etc. Voilà. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont créé des outils qui ont changé, révolutionné la pratique journalistique. Voilà. Je suis de cette génération où pour retransmettre un simple match de football, il fallait commander 48 heures à l'avance une LS, une ligne spéciale au PTT. Aujourd'hui, vous avez votre téléphone, vous composez le numéro du studio et vous intervenez en direct. Mais donc, il y a de nouveaux médias. C'est la presse en ligne, c'est même quelque part les réseaux sociaux qu'on assimile à tort, à mon avis, à des médias. Et voilà. Parce que souvent, on constate qu'ils concurrencent aussi les médias traditionnels. Mais sauf que les réseaux sociaux n'obéissent à aucune éthique. Alors que nous, journalistes, nous sommes soumis à des règles éthiques.
Donc je ne peux pas considérer les réseaux sociaux comme des médias. Mais malheureusement, nous, journalistes nous-mêmes, nous nous appuyons sur les réseaux sociaux comme source d'information, alors que nous savons qu'Internet, c'est le meilleur et le pire. Et surtout le pire pour un journaliste. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Comment vous voyez le devenir du journalisme et ses missions sociales avec ces nouveaux médias qui sont en train, comme il l'a dit, de concurrencer ce terrain? Oui, parce que nous, journalistes, on ne s'est pas battus, nous avons subi. Nous avons subi, justement, au lieu d'anticiper sur le mouvement. Et aujourd'hui... Ça, c'est nous, journalistes. Nous, journalistes. Mais nous ne sommes pas bénéficiaires de ce que nous faisons. C'est le public qui est bénéficiaire de nos missions sociales. Exactement. Vous savez, sauf que comment vous voyez effectivement l'avenir de ces missions-là avec la concurrence de ces nouveaux médias-là? Mais pour moi, il faut mettre des garde-fous. Les garde-fous, est-ce qu'il faut aller jusqu'à légiférer, comme on est tenté de le faire au Sénégal, ou est-ce qu'il faut simplement... Il y a le risque de déstabiliser les sociétés avec ces trucs-là. Exactement. Comme vous l'avez dit, tout est organisé avec les journalistes, tout est bien encadré. Il y a l'éthique, il y a la déontologie qui encadre tout pour donner le meilleur des résultats au public. Actuellement, et en face, nous avons la manipulation, nous avons la propagande, nous avons les fake news. Et quand c'est le pouvoir même qui contribue à cela, qui travaille avec... ces organes qui ne payent ni impôts, ni taxes, ni patentes, rien, et concurrence la presse classique, de façon enlève les publicités, les annonces, là on nous laisse bredouille. Et quand c'est le pouvoir même qui le fait. Je mets la faute sur les associations professionnelles de journalistes. C'est de notre responsabilité. Ces associations, quand je vois que mes confrères maliens, il y a une convention collective qui dort depuis plus de 10 ans dans les tiroirs, qui n'a même pas connu un début de négociation. Parce qu'au fond, il faut améliorer les conditions d'exercice de la profession de journaliste. Que nous ne soyons plus des mendiants, que nous ne soyons plus des gens, après une cérémonie, on est là à dire « Ah, on va partir, hein ». Vous ne partez pas parce que vous attendez quelque chose. Et tant que vous ne l'avez pas reçu, vous ne partez pas. Notre dignité, nous devons nous montrer dignes, fiers de cette profession. Mais en même temps, quand nous foulons aux pieds, pour diverses raisons, encore une fois, voilà, des journalistes qui ne sont pas payés, qui sont mal payés, des médias où parfois le principe c'est « payez-vous sur la bête ». Ça veut dire... je vous donne la radio, je ne veux rien savoir, j'encaisse la publicité, vous vous débrouillez pour remplir mon antenne, ce que vous gagnez, je ne veux pas savoir. Je vais laisser Chana vous poser sa dernière question. Je rappelle au passage qu'il est le président de l'association des patrons de la presse écrite. De presse. Groupe patronal. Allez-y, Chana. De la presse écrite. Monsieur Faye. C'est votre dernière question. La presse malienne, vous vivez parmi nous, même si vous ne voulez pas porter critique, un jugement par rapport aux autorités, mais par rapport à nous, confrères, quand même, vous avez ce jugement-là, c'est compréhensible, c'est tout à fait normal. Vous avez parlé tout à l'heure de la convention collective. Donc moi, à l'époque, journaliste, j'étais signataire de cette convention collective. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? On parle d'une convention collective. Avec quel organe? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe susceptible de payer les journalistes conformément à leurs droits. Parce que dès le départ, l'État a failli. Et l'État continue de faillir en refusant de payer l'aide à la presse, en refusant les aides indirectes, en refusant même la publicité aux organes, parce que c'est l'AMAP, l'organe public, qui a presque toutes les publicités. Ce qui n'est pas normal. On tue la presse. La presse a des milliers d'emplois. Des milliers d'emplois aujourd'hui, des jeunes sont absorbés par la presse. On la tue. C'est la responsabilité des autorités d'aider la presse à se développer, d'aider la presse parce que la presse a un rôle social, d'aider la presse parce que la presse est une entreprise de presse, emploie des jeunes. Quand la presse est détruite, quand elle est en faillite,
ce sont des milliers de jeunes qui seront en faillite. Monsieur Faye, en tant que professionnel, Oui. quelle recommandation, quelle recommandation pouvez-vous faire à l'endroit de nous-mêmes, organisations professionnelles et des autorités, parce que la convention collective ne peut pas être mise en place par seulement les patrons de presse. La convention collective, et vous avez bien établi le diagnostic à mon avis, la convention collective prévoit également ou devrait prévoir les mesures d'accompagnement pour favoriser son exécution correcte. C'est-à-dire que dans la convention collective, il y a des engagements. Engagement des patrons de presse, engagement des associations de journalistes, engagement de l'État. L'État devrait s'engager à libérer chaque année à date échue l'aide à la presse. L'État devrait s'engager à subventionner, parfois même la détaxe, les impôts, les entreprises de presse. L'État devrait s'engager également à libérer tout ou un important pourcentage de la publicité venant des organismes d'État. C'est ça. Et cela permettrait aux organes de presse et à leurs managers de pouvoir payer des salaires décents. D'accord. Voilà. Abdraman, pour la dernière question. Pour la toute dernière question, on va rester dans le cadre de la liberté, la journée de la liberté de la presse, pour vous demander, en tant que grand professionnel, de nous dire quelles sont les caractéristiques d'une société, d'un régime respectueux de la liberté de la presse. Posez la question autrement. Hein. Allez. Alors, les caractéristiques d'une société, je mets en avant la confiance, ensuite la responsabilité. Et notre déclaration droit de devoir insiste sur la responsabilité des journalistes. Il y a un contrat de confiance entre les médias et leur public. Et ce contrat de confiance ne peut être correctement établi. Une clause de conscience. Oui, la clause de conscience aussi. Voilà. Mais le contrat de confiance entre le public, les populations et puis les médias repose d'abord sur l'exemplarité des médias. L'exemplarité, le respect des chartes, et puis aussi un environnement qui favorise, j'allais dire... institutionnel et législatif. Exactement, voilà. Donc, c'est toute une charpente qu'il faut mettre en place, qu'il faut bâtir, et même parfois qu'il faut rebâtir. Et malheureusement, c'est une entreprise de longue haleine. Et je dis malheureusement également, je ne vois pas mes confrères maliens s'engager dans cette voie-là. Et je le déplore. Et vous voyez l'État malien s'engager dans cette voie? Mais l'État malien, il faut pousser l'État malien. L'État malien va être attentiste. C'est aux médias de s'engager dans d'arracher leur liberté, vous voulez dire. Voilà. D'arracher leur liberté. Oui, voilà. Ça ne s'octroie pas, ça s'arrache. J'ignore où ça coince. Mais il y a 3 ans, j'ai assisté à une partie. Je sais que les associations de presse, les journalistes, avaient formé leurs mandataires parce que les négociations devaient démarrer. Et je connais une femme experte qui avait été mandatée de Dakar pour former à la négociation, au lobbying, etc., en prévision des négociations qui devaient s'ouvrir. Mais malheureusement, je crois que la situation politique ayant changé, on est revenu à la case départ. Et c'est dommage. Monsieur Faye, malheureusement, nous sommes au terme des audiences, des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour vous fixer sur votre sort. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la délibération. Je constate chez l'invité une grande retenue, une grande méfiance. Et ce qu'il met certainement, lui, si on lui demandait, au compte du courage sans la témérité. Et cela a forcément empiété sur le but recherché, qui est de s'exprimer sur la liberté de la presse, puisqu'en réalité, nous sommes dans cette ambiance-là, dans cette mouvance de la liberté de la presse.
Et il ne s'en est d'ailleurs pas caché. Il a dit les raisons pour lesquelles il se méfie. Son statut d'étranger qu'il ne revendiquait pas au départ, il a fini par le revendiquer. Il ne veut pas regarder sous le lit. Hein? Ah oui. à cause de cela. Et qu'à cela ne tienne, je pense qu'en réalité, nous avons fait face à un grand professionnel. Nous avons beaucoup appris de lui. Et s'y ajoute aussi son apport considérable dans la professionnalisation et dans de la presse malienne et puis dans l'information du public malien, d'informations vraies, d'informations vraiment utiles. Il s'est mis dans cette dynamique-là. Je pense que c'est là, Monsieur le Président, je voudrais que vous le mettez au-dessus de notre déception de ne pas avoir ce qu'on voulait de lui et de prononcer un acquittement. Chana, nous sommes dans les secrets de la délibération. Merci beaucoup. Sans complicité confraternelle. Hein. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'invité de ce soir est un grand professionnel, un confrère qui est à cheval sur les principes, sur les valeurs. C'est une école. C'est une école. Il a vraiment contribué à changer le visage des médias au Mali, surtout de la radio. Sans démagogie, sans fanfaronnade. Je suis de ceux qui pensent que Studio Tamani est la meilleure radio du Mali. Je ne dis pas l'une des meilleures. Je mesure mes mots. Je sais ce que je dis. Je dis la meilleure radio du Mali en termes d'information, en termes de professionnalisme, en termes de débat. Il contribue au débat démocratique. Plusieurs fois, j'ai participé à des débats au niveau de Tamani. Abdraman en a participé. Beaucoup de cadres dans beaucoup de domaines ont participé au débat de Studio Tamani, qui donne un éclairage sur la gouvernance, un éclairage sur la vie de notre nation, un éclairage sur tout ce qu'il n'a pas dit ici, en revendiquant le statut d'étranger, et dit sur sa radio, d'autres voix le disent haut et fort, il n'y a pas de censure à Studio Tamani. Il n'y a pas de censure. Je pense que nous devons continuer avec lui, nous devons continuer avec Studio Tamani, vivement qu'il y ait beaucoup de failles au Mali et que les Maliens eux-mêmes renforcent leurs capacités, puissent multiplier de telles radios pour le rôle social des médias dont a parlé Abdraman Keïta. Monsieur le Président, peut-on condamner un homme aussi utile pour la démocratie, un homme aussi valable pour le microcosme médiatique malien? La réponse, vous le savez, Monsieur le Président, acquittez-le. Prenant donc à témoin tous nos téléspectateurs maliens et même sénégalais au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à l'acquittement de l'accusé, il me plaît au nom du jury de vous libérer. Et votre conviction personnelle Je peux remplir. Bien entendu, j'ai toujours la faiblesse de m'aligner derrière ce qui est. Monsieur l'accusé, vous êtes libéré des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Vous pouvez rejoindre votre personnel au niveau du Studio Tamani. Un dernier mot. Ben, je vous remercie. Je remercie le jury pour son indulgence. Et j'ai bien apprécié également leur combativité. Mais tout s'est passé dans la confraternité. Et j'ai essayé de donner, j'allais dire, le maximum de réponses et d'éclairage. Et désolé pour les petits bémols que j'ai apportés à certaines réponses. Un étranger n'a pas le droit de regarder sous les lits. C'est sur cet adage finalement que prend fin ce numéro de votre émission. Grand jury, notre invité était M. Martin Faye. Il est au niveau de la Fondation Hirondelle et coordinateur de Studio Tamani. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté du pays de la Teranga. Au revoir.